Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du jeudi 21 mars 2024. Tout de suite, dans les détails des informations de ce jour, la nouvelle ambassadrice d'Australie, Kate Shamley, a rendu aujourd'hui une visite de courtoisie auprès du ministre des Mines, Rakutmalala Erjane Olivier. Les deux parties ont discuté de la promotion du secteur minier, l'Australie, qui compte de nombreuses expériences réussies en tant que grand pays minier. Reportage signé ou Christelle Rakutmalal sur les images de Yves Janel. L'Australie est l'un des principaux pays miniers avec un historique réussi dans le développement de son secteur minier. Il existe depuis de nombreuses années une coopération entre l'Australie et Madagascar dans ce domaine, notamment dans le cadre de la grande exploitation minière de Tuliar et de la formation des techniciens miniers. Les deux parties souhaitent renforcer cette coopération. Après avoir soumis hier ses lettres de créance au président de la République Ange Razouel, l'ambassadrice Kate Shamley a rencontré le ministre des Mines, Rakutmalala Erjane Olivier, à Panjinumbi. Ensuite, le Conseil des ministres d'hier a annoncé l'approbation par l'exécutif de la décision des partenaires sociaux d'augmenter le salaire minimum dans le secteur privé. Cette augmentation de 10% qui entrera en vigueur dès la paie de ce mois de mars, selon les informations. Reportage. Le Conseil des ministres annonce l'approbation par l'exécutif de la décision des partenaires sociaux d'augmenter de 10% le salaire minimum au sein du secteur privé. Avec cette décision, qui doit s'appliquer sur la paie de ce mois de mars, le salaire minimum d'embauche passe de 238 800 arrières à 262 680 arrières pour les secteurs non agricoles. Il sera de 266 500 arrières pour le secteur agricole, contre 242 200 arrières en 2023. Cette hausse marque un dépassement du cap des 250 000 arrières, salaire minimum d'embauche promis par le président de la République en 2022, après une baisse en 2023 due à un manque de subventions de l'État. Pour les autres catégories professionnelles, le Conseil des ministres n'a pas encore précisé le taux de la hausse, indiquant simplement une augmentation progressive jusqu'à la catégorie professionnelle au P2. La coopération avec les partenaires est l'une des stratégies qui permettent au ministère de parvenir à la mise en œuvre de la politique générale de l'État, et la coopération entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et ses partenaires se poursuit à cet effet. La semaine dernière, le ministre a rencontré des représentants des volontaires de l'UNESCO et de la JICA. D'autre part, le ministère a également effectué une visite de courtoisie auprès du président du Sénat. Reportage de Naté Rakutmav. 4 thèmes ont été abordés lors de la rencontre entre le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et la délégation de l'UNESCO, conduite par Yoslan Noor, spécialiste des programmes au sein du bureau de l'UNESCO à Nairobi, jeudi dernier. L'un des principaux sujets a été l'organisation du Forum de l'innovation nationale de Madagascar, prévu cette année, la collaboration pour l'élaboration de la politique de recherche et d'innovation de Madagascar, déjà entamée par le gouvernement malagasy, auquel l'UNESCO apportera son expertise pour finaliser les activités. La possibilité de créer un centre scientifique pour promouvoir l'éducation en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques à Madagascar dans le but d'attirer davantage le jeune vers les études et les carrières technologiques et innovantes a également été discutée. Enfin, il a été question de la promotion de l'enseignement supérieur à travers des projets concrets, notamment la formation des enseignants des universités en intelligence artificielle. La coopération avec l'UNESCO est très importante pour le ministère de l'Enseignement supérieur dans la mise en œuvre de la politique générale du gouvernement. Par ailleurs, le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a accueilli jeudi les volontaires japonais qui ont travaillé pendant 2 ans à l'université d'Itas à Swavnanjin. Ils ont effectué un compte-rendu de leurs activités au cours des 2 dernières années, axées sur le développement communautaire. 300 étudiants ont bénéficié de formations pendant cette période et même les résidents locaux étaient intéressés par les connaissances qu'ils ont partagées. L'enseignement de la langue et de la culture japonaise et la conduite d'activités pour améliorer la vie des étudiants universitaires, contribuant ainsi à améliorer la qualité de l'éducation et la vie des étudiants ont figuré parmi ces activités. Par ailleurs, une visite de courtoisie du ministre de l'Enseignement supérieur au président du Sénat a également eu lieu hier.
En éducation, le programme scolaire des classes qui passeront l'examen officiel cette année est presque terminé. Les élèves se concentreront davantage sur les révisions générales, selon une enquête menée par Fanjessena Mireille et Yves Janel aujourd'hui au sein d'une école privée. Selon le calendrier établi par le ministère de l'Éducation nationale, cette année scolaire est subdivisée en 5 bimestres et toutes les écoles sont actuellement dans le 4e bimestre jusqu'au 26 avril. Le programme des classes d'examen est déjà terminé, affirme un responsable au sein d'une école privée. Les élèves se préparent déjà à affronter les examens officiels à travers les révisions générales. Par ailleurs, le niveau des élèves a connu une légère amélioration lors de cette année scolaire comparée à ces 3 dernières années, marquées par la crise sanitaire du Covid-19. Les élèves des classes d'examen doivent passer un examen blanc afin d'évaluer leur niveau, selon les informations obtenues auprès de cette école aujourd'hui. Continuons dans ce même contexte. Le gouvernement est en train de résoudre le problème du remboursement de l'argent des parents des étudiants boursiers au Maroc à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La gestion de l'engagement des dépenses a été déjà lancée en collaboration avec le ministère de l'Économie et des Finances. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a appelé les parents des élèves après les déclarations faites par certains d'entre eux. Il est à noter que selon l'accord mentionné dans la demande de bourse, les étudiants ou leurs parents prennent en charge leurs frais de transport, mais le gouvernement leur accorde une aide en raison de leur demande de retour dans le pays, raison de leurs revendications actuelles. Et afin d'améliorer la qualité de l'éducation et d'augmenter le taux de scolarisation dans la région Atsimwanjefen, l'ONG UWS, en collaboration avec le ministère de l'Éducation, a développé un projet pour aider tous les acteurs œuvrant dans le secteur de l'éducation. À cet effet, il y a la construction des infrastructures. Des formations ont également été dispensées aux enseignants, selon le rapport de cette ONG, aujourd'hui à Tannaren. Un projet qui a déjà commencé en 2021 dans cette région, selon les informations. Concernant les actualités sportives, Sidonie termine 2e de la finale du 100 mètres haies et décroche la médaille d'argent ce mercredi soir lors des Jeux africains qui se déroulent actuellement à Accra, capitale du Ghana. C'est la Nigériane, déjà championne du monde en 2022, qui a remporté la médaille d'or. Reportage de Anzar Khazanraville. Sidonie Fiadanantsou a participé à la finale du 100 mètres haies lors du 13e Jeux africains qui se déroule actuellement à Accra, la capitale du Ghana. Elle a couru dans le 3e couloir lors de cette finale et a terminé 2e, remportant la médaille d'argent avec un temps de 13 secondes 19 centièmes. C'est la Nigériane, championne du monde en 2022, qui a remporté la victoire avec un chrono de 12 secondes et 89 centièmes. Sidonie savait déjà qu'elle avait fort à faire sur ce 100 mètres haies. Elle a déployé d'énormes efforts pour accomplir le meilleur temps possible. Et il convient de noter que Sidonie a battu de loin la 3e, qui a réalisé un temps de 13 secondes et 59 centièmes. Sidonie était proche de la victoire lors de cette compétition, du fait que ce Nigériane a fait un faux départ, mais elle a reçu uniquement un carton jaune et non un retrait immédiat de la compétition. Et voilà qu'elle a remporté la médaille d'or. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, les dirigeants européens réunis jeudi et vendredi en sommet à Bruxelles vont s'efforcer de mieux armer l'Ukraine et de mieux s'armer eux-mêmes face à une menace russe jugée de plus en plus inquiétante. Reportage de France 24. Au cœur des discussions des 27 aujourd'hui, une question: comment mieux armer l'Ukraine alors que l'aide occidentale s'essouffle? L'année dernière, l'Union européenne avait promis 1 million d'obus à Kiev d'ici la fin mars, mais les responsables ont dû admettre que cet objectif ne serait pas atteint. Pourtant, la question de l'armement est cruciale alors que la menace russe semble de plus en plus inquiétante. Nous faisons face à la plus grande menace sur notre sécurité depuis la Seconde Guerre mondiale, a averti Charles Michel, le président du Conseil européen, juste
juste avant ce sommet. Alors en matière de financement, il y a plusieurs options sur la table. La première, c'est d'utiliser les revenus des avoirs russes gelés en Europe, des revenus estimés à 3 milliards d'euros par an par Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne. La deuxième option, c'est la possibilité pour la Banque européenne d'investissement de financer l'industrie de défense en Europe, ce qui n'est toujours pas le cas 60 ans après sa création. Et puis il y a aussi l'idée d'un grand emprunt européen, un peu à l'image de ce qui s'était fait pendant le Covid. La France et l'Estonie, par exemple, y sont favorables, mais l'Allemagne est opposée à cette option. Alors pendant ce sommet, les dirigeants vont examiner toutes ces options avant le rendu d'un rapport en juin. Ensuite, un navire de la Marine nationale française a saisi la semaine dernière des tonnes de cocaïne sur un bateau de pêche brésilien dans le golfe de Guinée, a annoncé mercredi la préfecture maritime de l'Atlantique dans un communiqué. Reportage signé France 24. Jamais les forces de sécurité françaises n'avaient trouvé un tel volume de cocaïne. 10 tonnes 7 de poudre blanche cachée dans une pièce fermée à clé sur un bateau de pêche battant pavillon brésilien parti d'Amérique du Sud en route vers le continent africain. L'opération a été réalisée sans violence par un bâtiment de l'opération Corympe, une mission permanente de la marine française dans le golfe de Guinée, à partir de renseignements français et américains. Alors depuis quelques années, les saisies de cocaïne se multiplient au large des côtes africaines. Les trafiquants cherchent entre autres à éviter les contrôles en Europe ou aux Antilles. La menace s'adapte aussi à la saturation du marché américain. Et donc effectivement, on a des flux importants. C'est extrêmement difficile de le quantifier. Il est vrai aussi que l'Afrique devient une zone de consommation. Enfin, c'est ce que observent les services spécialisés. Même si effectivement, on a quand même l'impression que les cargaisons, si vous voulez, qu'on saisit, ont une destination finale plutôt dans le nord de l'Afrique et plutôt en Europe. La marchandise a été immédiatement détruite. L'année dernière, plus de 30 tonnes de cocaïne ont été saisies en mer dans le golfe de Guinée par différents acteurs étatiques. Cette saisie représente donc à elle seule plus du tiers de l'ensemble des prises effectuées en 2023 au cours de 13 opérations différentes. Il s'agit donc d'une saisie considérable. Destination Haïti, je ne sais pas comment j'arrive à tenir. La situation sécuritaire dans la capitale haïtienne, Port-au-Prince, porte atteinte aux affaires de petits commerçants qui peinent à joindre les deux bouts. France 24. Des gangs toujours plus puissants, plus violents. La crise dans laquelle plonge Haïti depuis plusieurs semaines affecte durement l'économie. Particulièrement touchés, ces commerçants de Port-au-Prince. Je suis ruiné, je n'ai plus rien à vendre. J'ai toujours vécu par ici, mais je vendais au centre-ville de Port-au-Prince. Et maintenant que l'insécurité monte en flèche, il n'est plus possible d'y vendre quoi que ce soit. Dans la capitale, les gangs contrôlent 80% du territoire. En réponse, le gouvernement a imposé des couvre-feux, privant de nombreux petits commerçants de leur activité. Une manifestation a emporté tous mes produits, je ne travaille pas, j'ai fait un prêt, j'ai encore subi des pertes dans l'entrepôt où étaient stockées mes marchandises. Je ne sais pas comment je vais pouvoir continuer. Avant cette crise, Haïti était déjà le pays le plus pauvre d'Amérique latine et des Caraïbes. Aujourd'hui, certains marchands craignent pour leur survie. Depuis la démission du Premier ministre Ariel Henry le 11 mars dernier, des discussions sont en cours pour mettre en place des autorités de transition. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.